Hello mes girls, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo book haul de l'extrême. Il y a beaucoup de livres, J'espère que vous êtes prêtes, il y a beaucoup de livres. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent grâce à cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Je suis Angeline, fondatrice de la marque de vêtements littéraires Muse Book Club, dont je porte aujourd'hui l'un des sweats, la ferme de citrouille de Hagrid, et également fondatrice des livres Raconte-moi ton histoire, des livres à compléter et à offrir à ses proches pour mieux connaître leur vie. Sans plus attendre, on commence le book haul. On va découvrir ensemble la tonne de livres que j'ai reçus pendant les vacances, l'été et la rentrée. Plus de 2 mois de réception donc, il était temps. Quant à distinguer les services presse des achats, c'est assez simple. Je dis j'ai reçu pour les services presse ou j'ai commandé ou j'ai acheté pour ce que je me suis commandé ou acheté moi-même. Je vous montrerai d'abord tous les livres hors catégorie, puis tous les graphiques et on terminera par tous les romans. Et on va inaugurer la rubrique hors catégorie en beauté, puisque je me suis procuré ces 3 merveilles, qui sont des livres que je voulais depuis très longtemps. J'avais repéré en librairie depuis longtemps celui-ci, sur Sherlock Holmes. Je me suis finalement procuré aussi celui sur Lupin. Et enfin, le dernier paru, Dr Jekyll et Mr Hyde. Ce sont de superbes livres illustrés, très grand format. J'adore les illustrations qu'il y a à l'intérieur. J'aime trop ce style de dessin-là. Je trouve que ça modernise vachement des récits qui ont un certain temps. Ça les rend tellement plus vivants. Bref, j'adore ça. Je les trouve absolument sublimes. Donc je me les suis procurés. J'ai reçu de la part des éditions Larousse 5000 ans d'histoire de France dans un superbe ouvrage illustré en couleur. Je le trouve absolument sublime. Voilà, c'est dans ces formats-là que j'aime beaucoup découvrir la non-fiction ou en graphique bande dessinée, parce que me taper des pavés comme ça de texte sur l'histoire de France et autres, bon, à la limite je préfère voir un reportage. Quand je veux le voir en version livre, c'est ce genre d'ouvrage que j'aime, donc trop contente de l'avoir reçu de la part des éditions Larousse. J'ai ensuite reçu Le Regard. Alors je pense que je l'ai reçu de par l'attaché de presse, très certainement par erreur, parce que je ne l'avais pas demandé et quand je lui ai demandé si c'était une erreur, je pense qu'elle n'a pas vu mon mail. C'est un tout petit livre dans lequel on va retrouver 6 essais écrits par un conservateur du musée du Louvre en 1939. Donc si ça vous intéresse, sachez que ceci existe. Quand ma maman est venue me voir cet été au Canada, elle m'a ramené des petites choses qu'il y avait chez elle pour moi, notamment le DVD du Crime de l'Orient Express. Ce n'est pas un livre, mais c'est tiré d'un livre. Je l'ai déjà regardé, je l'avais d'ailleurs déjà vu, je l'ai reçu dans mon album Hachette Collection sur Agatha Christie. Collection qui est maintenant terminée et qui est chez ma maman depuis 2 ans, donc je la retrouverai quand j'irai en France. Mais donc j'étais trop contente de pouvoir me replonger là-dedans, c'était très chouette. Elle m'a ensuite ramené de l'un de ses voyages, Les 1001 nuits, un tout petit ouvrage avec beaucoup d'animation à l'intérieur puisqu'il y a des illustrations et des pages qui s'ouvrent dans tous les sens, littéralement. Voilà, celle-là s'ouvre comme ça, celle-là s'ouvre comme ça. Voilà, donc un petit ouvrage que je vais pouvoir déguster, piocher petit à petit. Hop, un autre qui s'ouvre comme ça. Et c'est un petit livre que, évidemment, je n'avais jamais vu nulle part. Et c'est publié chez Gallimard. Voilà. Ma maman m'a ramené ceci, que vraiment j'avais très envie de retrouver. C'est Zo ou l'assassin philanthrope. C'est une pièce de théâtre que j'avais étudiée. Je ne sais plus si c'était au collège ou au lycée, ça devait être au début du lycée. Et que j'avais adoré. C'est la première fois qu'on me faisait lire une pièce de théâtre à l'école, dans laquelle j'étais absolument plongée. Je me rappelle que je prenais le bus pour rentrer chez moi le soir et je lisais ça dans le bus, pas parce que je devais le lire pour l'école, mais parce que j'étais absorbée dedans. En fait, on va y raconter l'histoire d'un procès où un assassin philanthrope va assassiner un tropie qui est une sorte de singe homme. En fait, tout le procès va se passer là-dessus. Est-ce que les tropies sont des singes ou des hommes? Et ça va avoir une importance capitale pour l'exploitation de cette espèce. Si elle est considérée comme homme, alors elle ne pourra pas être exploitée par les hommes, alors que si elle est considérée comme animal, elle pourrait être exploitée. Bref, c'était passionnant. Ici, j'ai une version scolaire où il y a toutes les explications de texte à l'intérieur. Donc vraiment, ça, je vous le recommande, c'est très chouette. J'ai ensuite reçu en cadeau de la part de ma maman Le charme discret de l'intestin dans son format poche. C'est un livre qui est sorti depuis très longtemps, c'est un grand best-seller. J'ai adoré récemment Glucose Révolution, dont je vous ai déjà parlé. Du coup, ma maman s'est dit que ça allait bien faire la paire avec ça, donc je suis très contente de l'avoir reçu, puisqu'on nous dit surpoids, dépression, allergie, diabète, maladie de peau, et si tout se jouait dans l'intestin. Et moi qui ai toujours eu le bidou fragile depuis que je suis petite, avec des maux de ventre, et la peau sujette aussi à de l'eczéma, je me dis que c'était parfait pour moi. Et j'ai reçu aussi celui-ci pour mon fils, l'agenda Minecraft 2024-2025, qu'il a déjà entamé, qui est tout en couleur, vraiment super pratique, il y a des grands espaces pour écrire. Il organise sa petite vie là-dedans et ça lui plaît beaucoup. Pour terminer cette catégorie, toujours avec les éditions Larousse, j'ai reçu cette petite surprise à vos méninges, casse-tête 100% Inferno, qui n'est donc pas un livre, mais qui est un petit jeu avec des cartes à l'intérieur. Les cartes se présentent donc comme ceci, elles sont immenses et on a les solutions
De l'autre côté, ça peut être des solutions aussi illustrées. Voilà. On passe donc à la catégorie suivante avec les BD. On commence avec ma lecture en cours qui est Une pour toutes, qui est une adaptation d'un roman. Ici, on va être sur un récit de KPDP avec notre protagoniste principale qui s'appelle Julie Maupin. Ça se passe à Paris, au Louvre, entre autres, en 1688, une époque que j'adore retrouver dans les romans, dans les histoires et les lieux aussi, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à Paris ou à Londres dans ces périodes-là. Et la devise de notre héroïne, qui m'a beaucoup parlé, c'est « Ni Dieu, ni maître ». Liberté, quoi. Et alors, c'est publié aux éditions de Sèvres qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Je les ai découverts en passant dans les rayons de ma librairie. Je suis tombée sur des ouvrages que j'ai trouvés super prometteurs. Il y a d'ailleurs un dans ce book haul que j'ai déjà lu qui a été un coup de cœur, l'une de mes meilleures lectures BD de l'année. Et alors, cette maison d'édition, ça a été vraiment une très très belle découverte. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Sachez que tous les livres que je vous présente aujourd'hui ont atterri dans ma pile à lire. Certains sont déjà lus, d'autres le seront très bientôt. Et comme je lis beaucoup plus maintenant, je vous ferai bientôt des updates lecture. J'ai ensuite reçu Tête de pioche, vous le verrez peut-être mieux dans ce sens-là. Tome 1, tome 2. J'ai déjà lu le tome 1, très très chouette. L'une des choses que j'ai adorées dans ces BD, c'est vraiment les dessins. Je les trouve géniaux. Je les aime beaucoup, beaucoup trop, vraiment. C'est trop chouette. C'est l'histoire d'une petite héroïne qu'on va suivre qui s'appelle Tête de pioche et qui a la capacité de savoir communiquer très aisément avec les animaux. Et chaque tome est une aventure séparée. Je me suis régalée avec la première et je vais enchaîner avec le tome 2. Mais encore une fois, je vous en reparle mieux dans un update lecture. J'ai ensuite reçu Petit Dieu, toujours chez Dargaud. Déjà lui aussi, génialissime, j'ai adoré. Ça parle d'un monde qui se fragmente. On va suivre une galerie de personnages que vous voyez juste ici. Donc c'est vraiment de la fantaisie. Le monde dans lequel ils vivent est mangé petit à petit. On le voit ici, ça finit par des petits îlots qui se décrochent. Et ils vont donc devoir s'allier pour sauver le monde. Absolument génial. Pareil, je vous en reparle plus en détail dans un update lecture. J'ai ensuite reçu Les Héricornes, c'est publié chez Le Lombard. Je ne l'ai pas encore lu, mais là j'ai trop hâte. Ça, c'est mes prochaines lectures. C'est girly à souhait, j'aime beaucoup trop. Le tome 1, L'Appel de la déesse, et le tome 2, La digne héritière de Mu. Et c'est par le scénariste de Elle. Et donc, pour petit résumé, nous avons tous les 100 ans, le royaume de Lémuria envoie son héritière au temple de la déesse Aurora pour lui demander protection et formuler un vœu. Pour Céleste, la nouvelle héritière, le chemin sera long et semé d'embûches, mais elle pourra compter sur les armes de Lémuria et sur sa licorne, Sadalbari. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son glorieux destin n'a rien d'unique. Elle le partagera avec 4 autres héricornes, les héritières aux licornes. J'ai envie. Ça me fait penser aux Wings un peu quand j'étais petite, sauf que c'était version sorcière et là c'est version licorne. Je trouve que le graphisme et la palette de couleurs s'en rapprochent. J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Je vous en reparle. Là, j'ai hâte. C'est tellement beau. Et puis regardez là les détails. Waouh. J'aime trop. J'ai ensuite acheté le tome 2 d'Anna et l'Entremonde, puisque le tome 3 va bientôt paraître et que je n'avais pas le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est illustré par Si, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux, et écrit scénario par Marc Dubuisson, que vous connaissez aussi sous le nom de Un Pied, très certainement. C'est de la fantaisie, une traversée, une aventure à travers les mondes. Particulièrement, c'est le travail d'illustration de Si, que je trouve remarquable. Vous pouvez d'ailleurs suivre son travail d'illustration des tomes un peu, pas page par page, mais elle vous montre beaucoup de son travail, en fait, de comment elle construit ces pages-là sur ses réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Et donc très hâte de me replonger dans cette saga-là. Je pense que j'attendrai que tous les tomes soient sortis pour me faire une lecture complète. Le prochain tome sort en début 2025, et un an après le tome 4, qui sera le dernier. Donc finalement, d'ici un peu plus d'1 an, on aura la série complète, et je me ferai une relecture. Enfin, j'ai déjà lu le tome 1 et je me ferai la lecture complète de la série en one shot une fois que tous seront sortis. Je me suis ensuite acheté Il était une fois le jeu vidéo. J'adore les BD non-fiction qui nous expliquent une époque, quelque chose, un sujet. Et mon fils est fan de jeux vidéo. Son papa est quand même aime beaucoup ça aussi. Et moi, je suis une grande fan des Sims. Voilà. Donc, on a regardé la dernière fois, c'était quoi ? Un reportage dans une vidéo YouTube qui retraçait un petit peu les jeux vidéo. Ça m'a pas mal intéressée et mon fils aussi. Et du coup, j'ai commandé ça pour lui finalement. À la base, c'était pour moi, mais je me suis dit, si je le mets dans ma bibliothèque, il va être tellement pas content. Donc finalement, je l'ai offert à lui pour son anniversaire. 2 personnages qui sont en fait l'auteur et l'illustratrice de la BD qui se mettent en scène dans cette BD et qui vont finalement
être propulsés d'époque en époque et de jeu en jeu. Ils vont rentrer à l'intérieur des jeux vidéo, ils vont devoir esquiver les missiles, etc. Et en même temps, ils nous expliquent l'histoire de ces jeux vidéo de façon chronologique, des premiers jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. Super fun, je suis en train de le lire aussi, j'ai commencé, je l'ai piqué à mon fils, et donc pareil, je vous en reparle très bientôt, mais valeur sûre. J'ai ensuite reçu la rentrée littéraire de chez Dargaud, qui comporte 4 ouvrages principalement, dont Sa Majesté des Mouches, qui est une adaptation du roman aux millions de lecteurs, qui était attendu à l'international. Je crois qu'il est sorti à l'international, donc en plusieurs langues, au même moment. Et là, c'est une plongée en plus de 300 pages, quasiment 350 pages, à travers cette histoire où on va avoir un groupe d'enfants qui va être naufragé sur une île, seul, sans humains, sans humains, pas du tout, sans adultes, et qui va devoir se débrouiller pour survivre. Évidemment, il faut se trouver à manger, mais il faut aussi s'abriter et commencer à reconstruire des règles, puisque qu'est-ce qui se passe une fois que toutes les règles de la civilisation tombent, une fois qu'il n'y a plus de société et que vous êtes livré à vous-même dans un groupe? C'est ce que ce livre va aller chercher à comprendre, et ça va explorer quand même un petit peu la noirceur de l'âme humaine, les dérives de l'âme humaine, et jusqu'où ça peut mener l'humain quand il est plus encadré, quand il est sans règles, quand il est livré à lui-même. Le groupe de garçons va au bout d'un moment se séparer en deux pour devenir 2 clans rivaux, et ce qui doit arriver, arriva. Deuxième livre de la rentrée littéraire chez Dargaud, c'est L'Intranquille Monsieur Pessoa, qui est un véritable auteur portugais qui a écrit dans les années 30 et qui a la particularité d'avoir chez lui une malle remplie de livres. Sauf que ces livres, sur la couverture, sur ces manuscrits, qui ne sont pas en fait des livres, ils ne sont pas publiés, ce sont des manuscrits, il y a le nom d'autres auteurs, d'une galerie d'autres auteurs. Je crois qu'ils en ont certains écrit plusieurs d'ailleurs, mais c'est pas ses livres à lui. Sauf que lui, il maintient à tout le monde que ce ne sont pas ses livres à lui, ce ne sont pas ses manuscrits, ils appartiennent vraiment à des auteurs qui existent. Et toute l'histoire va se mener autour de ça, c'est une histoire vraie. On a d'ailleurs, à la fin du livre, du coup ce n'est pas un spoil, on a la photo de la malle véritable de cet auteur. Et donc pendant tout le schéma, pendant tout le livre, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans, et on va suivre Monsieur Pessoa dans l'intimité de sa vie, qui est relativement austère. Ça se ressent notamment dans la colorimétrie des planches. Donc si vous aimez tout ce qui est histoire vraie d'écrivains qui ont existé avec un soupçon de mystère résolu à la fin satisfaisante, ce n'est pas une fin ouverte, vous allez savoir le pourquoi du comment. Voilà. En troisième de la rentrée littéraire chez Dargaud, 1000 femmes blanches. Ça, c'était génial. C'était génial, génial. Ça se passe en 1874. Les États-Unis vont conclure un pacte, entre guillemets, avec la nation Cheyenne. Et ils vont échanger 1000 chevaux de la nation Cheyenne, de la tribu Cheyenne, contre 1000 femmes blanches américaines, des nouveaux États-Unis fraîchement créés. On va suivre là-dedans un personnage qui est May Dodd, qui va être placé dans pas un foyer, un établissement pour personnes démentes, par sa famille, sauf qu'elle n'est pas démente. Son seul tort, c'est d'être partie avec un homme qu'elle aimait et d'avoir fait des enfants avec lui, contre la vie de sa famille. Elle va donc être envoyée de force dans cet établissement pour la séparer, pour que sa famille, ses parents notamment, puissent la contrôler. Mais un jour, le fameux programme gouvernemental de 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux va être mis en place et May Dodd va y participer de manière volontaire avec une petite tricherie. Cette BD, ça a été vraiment génial. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je vous en reparle dans un point de lecture. Et le dernier des cas de la rentrée littéraire de Dargaud, c'est Peter Pan de Kensington, coup de cœur absolu. Sur les 4, coup de cœur absolu. 1000 femmes blanches est déjà l'une de mes meilleures lectures BD de l'année. Celle-là, elle est encore au-dessus. C'est peut-être dans mon top 3 des BD de l'année. On va suivre Peter Pan avant l'histoire de Peter Pan que tout le monde connaît. On va le suivre dans un parc, la nuit, quand les grilles se ferment, les humains normaux ne sont plus admis dans le parc. Et là, c'est le territoire de Peter Pan et d'autres créatures. Il y a des Lilliputiens, il y a des arbres qui prennent vie, il y a des animaux qui parlent. Et vous allez comprendre tout ce que vous avez à comprendre sur Peter Pan, sur le pourquoi il vole, qui il est, qu'est-ce qu'il est. Parce qu'un humain qui vole, c'est pas tout à fait un humain, non? Pareil, je vous en reparle dans un point de lecture, mais là, vraiment, c'est votre lecture d'automne. Là, si vous en cherchez une, c'est celle-là.
Je me suis ensuite acheté ceci. Alors, oulala, c'est l'équivalent de la série 2, La bataille des rois. Enfin, vous voyez, livre 2. Et dans le livre 2, comme ils ne peuvent pas faire tout un livre dans une BD, bah, c'est le volume 4 du livre 2. Comprenez, on en est à la 4e partie du roman numéro 2 duquel c'est adapté. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas combien de BD il va y avoir. J'espère que Dargo va vraiment aller au bout parce qu'on n'est qu'au livre 2 et j'ai déjà ça de BD. Et je ne sais pas si c'est fini le livre 2, peut-être. Il y en a quelques-uns des livres Game of Thrones, donc je ne sais pas quand... Ça va faire une collection comme ça. J'espère que Dargo va aller au bout et que je ne vais pas me retrouver avec une série inachevée parce que c'est un travail titanesque. Une BD, c'est 1 an, quoi. C'est combien d'années là de travail? Je ne sais pas combien de BD ça représente, c'est énorme. En tout cas, c'est juste, je complète ma série petit à petit parce que ben, je voudrais pas ne pas retrouver les premiers tomes ensuite. Donc dès qu'il y en a un qui sort, je le commande. Et voilà, je complète petit à petit ma petite série. De la part des éditions de Sèvres, j'ai reçu Le Vivant à vif, d'après le livre de Bruno David. Et là, c'est le format BD de tout ce que j'aime, c'est-à-dire que on vous présente un problème de société. Et en l'occurrence, là, il est facile à comprendre. Je vous remontre ça. On voit des animaux, la campagne, et on voit la ville, la pollution. Voilà, l'être humain est une espèce biologiquement adaptée de manière fine et précise à son milieu, la Terre, et à une histoire climatique amorcée il y a plus de 30 millions d'années. Aujourd'hui, le réchauffement de notre monde, la fragilisation du vivant qui nous entoure, ainsi que la grande vulnérabilité de notre environnement, menacent l'habitabilité de notre planète. Voilà. J'ai trop hâte. Je ne l'ai pas encore lu, et celui-là, c'est pareil, il est dans ma pile à lire. Je vous en reparle très très vite, mais... il est magnifique, voilà. Il est magnifique, bien paginé, bien grand, bien lourd. La qualité des livres de Sèvres, rue de Sèvres, notamment l'épaisseur des pages, c'est incroyable. J'ai rarement vu une qualité de BD aussi... c'est costaud, quoi. Ensuite, je me suis commandé le 3e et dernier tome de Molière. J'adore particulièrement toutes les BD qui traitent de la vie d'auteurs d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles max. J'aime trop, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'aime beaucoup voir de comment ils sont partis. Enfin si, je sais pourquoi. J'aime voir de comment ils sont partis, d'où ils sont partis, jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi célèbres qu'on les connaisse aujourd'hui, à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux évidemment, et il n'y avait pas de moyens de communication autres que les journaux, Et donc ça m'intéresse vraiment de savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Et le dénominateur commun, c'est qu'ils en voulaient, hein, tous, ils en voulaient. J'ai déjà lu cette BD et la série complète. Je me suis régalée, c'était trop bien. C'est pas un spoil puisque, je veux dire, l'histoire de Molière, c'est pas très nouveau. Mais alors, figurez-vous que, je ne savais pas, Molière est mort sur scène, quasiment, en jouant le malade imaginaire. C'est-à-dire qu'il jouait le malade imaginaire. Et sur scène, il a été pris de malaise et il est mort juste après. En jouant le malade imaginaire. Vous voyez l'ironie du truc? En tout cas, c'était super cool si vous aimez ce genre de BD qui raconte l'histoire d'auteurs, poètes, écrivains, whatever, célèbres d'antan. C'est valeur sûre. Là, vraiment, ouais. Ma maman m'a ensuite ramené ceci, qui faisait aussi partie du fameux abonnement où on recevait toute la collection intégrale d'Agatha Christie, de Hachette Collection. Et vous savez, ils vous mettent des petits cadeaux à certains envois. L'un des petits cadeaux, c'était donc le DVD que vous avez vu tout à l'heure. Et un autre cadeau, c'était la BD Hercule Poirot mort sur le Nil. Ces BD, je les ai vus partout en librairie. J'ai très très envie de me les procurer. Mais je ne l'ai jamais fait, parce qu'il y en a quand même un certain nombre et que du coup, ça a un certain coût. Mais du coup, j'ai reçu celle-ci qui va me mettre peut-être le pied à l'étrier. Et qui sait, peut-être que je vais m'en prendre une de temps en temps, une tous les 6 mois. J'en sais rien. Bon, c'est toujours pareil. Dès qu'on veut ceci, eh bien, il faut juste pas se faire prendre au piège qu'après ça soit plus disponible. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas encore, je me tâte, mais je vous fais pas le topo. Mort sur le Nil, connu, reconnu, le film est déjà sorti. Une enquête très célèbre d'Agatha Christie, en version BD, aux éditions Paquet. Ensuite, j'ai reçu aux éditions Larousse la géométrie en BD. Et en fait, c'est quand même très très avancé. Moi, je pensais que c'était niveau, vous voyez, scolaire, expliqué aux enfants. Pas du tout, du tout. C'est quand même géométrie plus, hein, voilà, collège, lycée et peut-être plus. Mais voilà, donc je vous le montre si ça vous intéresse. Pour le coup, si vous avez des enfants et des enfants grands et des ados ou qui s'intéressent à la géométrie ou bien qui ont du mal avec la géométrie à l'école, au lycée notamment, ou au collège, enfin bon, bref, vous avez compris. C'est une façon, je trouve, hyper ludique d'apprendre la géométrie. Donc sachez que ça existe aux éditions Larousse.
J'ai ensuite reçu aux éditions Gallimard ceci. C'était super, je l'ai déjà lu aussi. Je vous en reparle plus en détail dans un point lecture, mais c'est Lightfall. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus là non plus. Premier tome ressemble à ça. Deuxième tome. Et troisième tome. C'est une épopée fantasy, fantastique, avec des personnages que vous voyez ici. C'est trop chouette. Nos héros vont partir à la recherche de la dernière flamme. Il n'y a plus vraiment de soleil. En fait, c'est des flammes artificielles qui sont dans le ciel, sauf que elles commencent à disparaître et à plonger le monde dans le chaos, voilà, dans le noir. Donc on va suivre tout le périple de nos personnages pour aller vers cette lumière toujours plus loin. Je vous en reparle dans un point lecture, mais sachez que c'est super. Si vous hésitiez, n'hésitez plus. J'ai reçu aux arènes BD L'incroyable histoire de la littérature française, qui est un des tomes qui me manquait. Je vous en avais présenté 7 précédemment que j'avais reçus. Et celui-là, en fait, il n'était pas dans le colis alors qu'il aurait dû être le 8e. Et finalement, je l'ai reçu maintenant. Et là, évidemment, maintenant que vous savez, comme je vous ai dit avec Molière, que j'adore connaître l'histoire des écrivains célèbres qui ne sont pas de notre époque. Et donc, je ne vais pas dire historique, pas contemporain. Bon, vous avez compris. On nous dit, saviez-vous que Hugo faisait tourner les tables, Balzac a pensé devenir cultivateur d'ananas, Voltaire appelait ses contes des couillonnades, Pascal a inventé la première calculette, Baudelaire se teignait les cheveux en vert, Duras a caché un résistant nommé François Mitterrand. Voilà, il y a marqué ici, il y a un QR code, il y a marqué des vidéos pour revisiter ces classiques sur notre chaîne YouTube. Catherine Maury vous donne les clés pour comprendre les œuvres au programme du bac de français. Et donc là-dedans, il y a pas mal d'auteurs. À l'intérieur, donc, vous voyez par exemple ici, ça commence ici avec Denis Diderot, puis là sur quelques pages, hop, et ça se termine. Ça va se terminer ici. Vous voyez, et là on passe au suivant, Beaumarchais. Donc en quelques pages, on a un petit condensé de leur vie résumée en bande dessinée. Je trouve ça génial. Je me suis ensuite commandé Céleste dans un beau coffret. C'est chez qui ? C'est qui? Ah, mais je vois un petit soleil en bas. Est-ce que c'est pas tout simplement édition Soleil? Bah oui. Donc c'est un petit coffret de 2 tomes et ça se finit en 2 tomes. C'est sur la vie de Proust. Je l'ai lu. Je l'ai adoré. C'était génial. Enfin, je les ai adorés. Je les trouve absolument superbes. Le tome 1, c'est bien sûr Monsieur Proust. Et le tome 2, il est temps Monsieur Proust. Les planches, les illustrations sont d'une poésie et d'une douceur sans nom. C'était trop bien. Ça sent encore le papier glacé neuf. Vous savez, comme les livres d'école quand on était petit, là. Je les ferme pour garder l'odeur. J'adore cette odeur. J'adore mettre le nez dedans. Je me les suis donc, voilà, pris en format... comment qu'on dit? En format coffret. Regardez. D'un côté, on a Proust, et de l'autre, on a la protagoniste qu'on va suivre, qui va devenir l'assistante finalement de Monsieur Proust, et on va voir toute la vie de Proust, il était perturbé un peu, il était, angoissé, il faisait des espèces de crises, il était toujours malade, enrhumé, toujours dans ses couettes, toujours enfermé chez lui, bref, super boulot avec ces bandes dessinées qui sont en plus sublimes, je vous les recommande fortement. J'ai reçu Terrible aux éditions Dupuis, L'enfant, la jeune fille et la sorcière. Ici, je crois qu'on revisite le conte de Baba Yaga, donc avec la maison aux pattes de poulet. Voilà, dans une superbe et grande BD. Et c'est tout ce que je sais, voilà. On nous dit, celui qui ira à droite aura faim et froid, celui qui prendra à droite sera sain et sauf, mais condamné à errer, et celui qui ira à gauche sera tué, mais son âme vivra. Faites votre choix. Hâte de le lire et de vous en reparler dans un point lecture. Punaise, ça, je vous le dis, on n'est pas dans un point lecture, mais je vous le dis, c'était génial. Pareil, dans mon top 3 des BD de l'année. Je pense que mon top 3, pour l'instant, il y a Wilderman, que je vous avais dit, celle-ci, La cuisine des ogres, avec le tome 3 fois morte, et Peter Pan de Kensington. Je pense que c'est mon top 3 BD de l'année, pour l'instant, mais génial. Ça va être l'histoire d'une petite fille, ici, qui va... malgré elle, se retrouver dans la cuisine des ogres, donc tout est immense par rapport à elle, évidemment. Et ben, elle va réussir à en réchapper. Voilà, finalement, elle ne finira pas au hachoir, in extremis. Et là, on va la suivre dans toutes ces périples où
à l'intérieur de la cuisine des ogres où elle va découvrir toute une communauté de tout petits personnages qui notamment fait la vaisselle, etc. Et elle va essayer un petit peu de mener sa barque là-dedans et de s'en sortir. C'était génial. Les illustrations sont incroyables. Je sais pas, j'ai pas de mots trop pour qualifier. C'est beau, c'est détaillé, c'est fou. C'était génial, l'histoire est géniale. Et alors, comme ça s'appelle la cuisine des ogres, juste comme ça on pourrait se dire ben, c'est un tome unique, mais il y a un nom de tome, comme si c'était un tome 1, qui s'appelle 3 fois morte. Pour autant, ce tome se suffit quand même à lui-même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres histoires dans cette série? Est-ce que ça va être la suite de ça? Est-ce que ça va être des tomes compagnons? Ou est-ce que juste, il y a 2 titres parce que c'est juste comme un titre et un sous-titre? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que s'il y a plusieurs tomes, je me jette dessus. Et enfin, je me suis acheté ceux-ci qui sont des Mickey. J'en avais un comme ça qui était Mickey et je sais plus quoi, le monde des anciens. Ah non, c'est celui-là, la Terre des anciens. Bon, je sais plus, j'avais un Mickey que je vous avais présenté, bon, je vous le remontrerai à l'occasion, qui est de cette même catégorie avec ces mêmes types de dessins. Ils ont ce truc là devant, vous voyez, cette reliure particulière, et ils ont des types de dessins très détaillés avec des histoires quand même relativement détaillées. C'est plus pour de l'adulte que pour de l'enfant. Ça pourrait plaire à de l'enfant, mais c'est vraiment des BD qui vont plaire à de l'adulte. Et donc, il en existait 4 dans cette catégorie, dans cette espèce de collection qui n'a pas vraiment de nom, je pense, mais on les reconnaît à ce petit liseré là, comme je vous dis, de couleurs, et au graphisme super détaillé, des dessins incroyables. Je me demande si c'est pas du crayon de couleur, enfin j'en sais rien, mais c'est sublime. Et donc je me suis pris ceux-là, les 3 manquants qui me manquent, les 3 qui me manquaient, Terror Island, Horrific Land et Mickey et la Terre des Anciens. J'ai déjà lu Mickey et la Terre des Anciens. Génial. J'ai déjà lu Horrific Land, j'ai pas pu m'en empêcher. Il me manque celui-ci. Je me le garde pour Halloween parce que voilà, j'ai envie d'en avoir un qui me reste pour Halloween, mais ça me démange les doigts. Il faut que je vous montre les illustrations pour que vous compreniez ce que je veux dire. Il y a un détail, ça se peut pas. Je comprends pas comment c'est possible. Enfin, je veux dire, il faut 8 jours sur chaque case là. C'est pas possible, c'est trop beau. Je m'en rappelle d'une qui est en pleine page. Regardez. Est-ce qu'on est d'accord que ça se peut pas, ça, que ce soit une bande dessinée? Avec ce niveau de dessin, je veux bien qu'elle fasse pas 300 pages, mais quand même. Non, vraiment, je louchais dessus. Je me le suis pris. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Je me le suis pris. Et ça termine pour les BD. C'était pas mal. Et maintenant, on passe au roman. Le premier roman que je vous présente, c'est The Serpent and the Wings of Night, qui est un espèce de... Comment il s'appelle? Un espèce de Hunger Games version vampire. Genre, il y a des vampires et il y en a une au milieu, elle n'est pas vampire. Et donc, elle doit se débrouiller dans une espèce de chasse aux vampires où tout le monde doit s'entretuer, sauf qu'elle n'est pas vampire. Et il y a une histoire d'amour entre elle et un vampire. C'est à peu près tout ce que je sais. Et donc, il y a cette espèce de tournoi dans lequel elle doit survivre et elle va donc s'allier, d'après ce que j'ai compris, à un vampire pour réussir sa quête. Et donc ça, c'est un tome 1. Je sais, le tome 2 est déjà sorti en anglais. Je ne sais pas si celui-là est traduit en français. Je crois pas, mais peut-être qu'il le sera parce que il est très populaire sur les réseaux sociaux visiblement. Donc, regardez bien du côté du marché français. Il est possible que ceci arrive, si ce n'est pas déjà le cas, parce que s'il faut, je suis à l'ouest. J'ai ensuite commandé le coffret de Caraval qui est vraiment d'une très mauvaise qualité. Le coffret cartonné là, c'est vraiment une cata. À peine vous le posez, il est tout déchiré. Bon, donc on va les montrer comme ça. Qui est ma lecture en cours? J'en suis au tome 2. J'ai déjà lu Caraval. Adoré. Donc, le premier tome Caraval, déjà sorti en français tous, Legendary et Final. Et j'en suis donc à Legendary, j'ai mon petit marque-page. Dans cette histoire, on va suivre en fait une espèce de jeu géant dans lequel on vous dit, n'oubliez pas, tout cela n'est qu'un jeu, mais en fait, tout est très réaliste. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui meurt dans le jeu, il y a vraiment une personne morte devant vous, quoi. Donc, c'est plus tout à fait un jeu. Et en même temps, on vous dit, n'oubliez pas que tout est un jeu ici. Donc, en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser. Et on va suivre l'histoire de 2 sœurs qui vont fuir leur père, qui vont se retrouver embarquées dans ce
Caraval, donc dans cette espèce de tournoi à nouveau où il y a plein de joueurs qui doivent jouer les uns contre les autres pour gagner un prix. Une seule personne gagne et gagne le prix. Et pour ça, ils ont des indices. On leur donne un indice au départ qui doit les mener vers d'autres indices jusqu'à trouver en fait la quête finale, un peu comme une chasse au trésor. Et on va suivre deux sœurs. Sauf qu'il s'avère qu'une fois qu'elles ont mis les pieds là, la sœur des deux qu'on va suivre, elle comprend que le prix, cette année, c'est un vœu exaucé et que pour exaucer ce vœu, vous devez donc être le gagnant. Et pour être le gagnant, qu'est-ce qu'il faut trouver, le truc final à trouver? Ben, c'est sa sœur. Voilà, d'un coup, sa sœur disparaît et le prix, il revient à celui qui la retrouve. Et donc, il y a une espèce de chasse à l'homme, en tout cas de chasse à la femme qui s'organise dans ce jeu qui ne l'amuse plus beaucoup. On va suivre les péripéties. Il y a une petite romance au milieu, ce qui était bien sympa. Et je me suis tellement régalée que je me suis pris du coup, voilà, la trilogie complète. Je l'avais vu 1000 fois, ce livre, en librairie, en français. Il ne m'avait jamais attirée. Je me suis dit, oh, j'ai toujours ce truc où, en français, je ne sais pas si c'est le marketing ou autre, mais il y a beaucoup de young adultes français, même quand c'est traduit de l'anglais, qui, je trouve, fait trop jeunesse. J'ai l'impression que c'est marketé trop jeunesse ou que c'est mis dans des rayons à côté de livres qui font vraiment très jeunesse. Et du coup, on a l'impression que c'est trop ado, quoi. Et finalement, j'ai lu ça, je me suis régalée. Donc, je vous le recommande vraiment, Caraval, si vous le connaissez pas encore. Et sachez que, ça va sûrement sortir en français aussi, il sort en novembre Spectacular, qui est pas un 4e tome, mais qui est une espèce de 4e livre, qui est plutôt un compagnon. C'est une nouvelle longue, il me semble, parce qu'il est quand même un peu épais, mais pas autant qu'un roman. Voilà, donc je suppose qu'il va sortir en français, il n'y a pas grand doute. Enfin, quoique, parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient plus trouvables en français, donc est-ce qu'il sortirait l'espèce de 4e, ou en tout cas le tome compagnon, si la série n'est plus trouvable facilement en librairie? Je ne sais pas. Je me suis ensuite acheté Where the Dark Stands Still dans la version UK, parce que la plupart du temps, je trouve les versions US pas top, alors que les couvertures UK, je les adore. Et là, pour une fois, sur Amazon Canada, ils avaient une version UK aussi. Bon, du coup, c'était plus long à arriver, évidemment, et on paye ça plus cher, parce qu'il y a l'importation. Mais la couverture m'a tellement plu que je me suis dit, allez, je prends la petite version UK quand même, et j'ai pas été déçue puisque je l'ai déjà lu. Notre protagoniste principal, va s'enfoncer dans cette forêt, tomber sur une espèce de manoir abandonné. En fait, il n'est pas abandonné, il y a une espèce de démon qui vit dedans, et des aventures se passent, et c'était très chouette. Je vous en dis pas plus là, parce que je vous en reparle en détail dans un point lecture, mais ma foi, c'était très très chouette. J'ai ensuite reçu Babel, parce que il me tentait depuis longtemps, je ne me l'étais pas procuré, et finalement, l'attaché de presse a pu m'en dégoter un, et m'a dit, je te l'envoie. Donc j'étais bien contente. Ça, vous avez dû en entendre parler un peu partout. Ça nous parle d'un enfant chinois qui va être adopté par un professeur, puis conduit à Londres. Cet enfant va grandir et devenir un traducteur émérite. Sauf qu'on nous dit que dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? C'est un beau pavé, beau bébé. C'est pour ça que j'ai demandé à le recevoir en français, parce que lire des pavés comme ça en anglais, bon, quand ils sont traduits, je me suis dit, j'en ai assez en anglais à lire. Il me semble que ce livre a eu quand même beaucoup de bonnes critiques. Donc, ma foi, c'est pas ce que je lis d'habitude. Mais à force d'en entendre parler, ça m'a donné envie de tenter le coup. Oui, je me suis fait influencer. J'ai ensuite reçu ceci, les chroniques de Castellane, le tome 1, le Parlâme, avec ce petit jaspage aux petits oignons, voilà, qui est très joli. D'ailleurs, Babel, je l'ai posé là, mais je pense que c'est l'un des livres qui a le plus beau dos que j'ai jamais vu. Il est quand même assez incroyable. Avec là les petits noirs et blancs. Ma foi, c'est bien joli tout cela.
je serais bien embêtée de vous faire le résumé. On nous dit que l'un a été enlevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Conor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant des dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle, sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos ? Voilà. Et on a une petite note de George R.R. Martin, donc l'auteur de la saga Le Trône de Fer, quand même, qui nous dit « Le Parlam m'a offert tout ce que je recherche dans la fantaisie. Du mystère, de la magie, un monde bien construit, des combats d'épée et de la politique, un casting coloré de personnages intéressants et une histoire qui m'a tenu en haleine de la première à la dernière page. » Bon, quand même, hein, le petit blurb là qui fait plaisir. Ensuite, je suis tombée sur ceci en librairie. Je n'ai point résisté. C'est Porcelaine sous les ruines. Ça m'a inspiré, ces couleurs, cette verrière géante, j'ai adoré. Et quand j'ai lu derrière une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies, je me suis dit, oh, à l'automne. Et puis là, c'est déjà l'automne au Canada. Donc voilà. Et puis le résumé un peu plus précis, pas du tout, ça dit « Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur la Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. » Ça fait penser à Petit Dieu que je vous ai montré tout à l'heure en BD. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Lethan Alcor. Tout juste élu conseiller, Lethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Et ce qui a fini de me convaincre, si ça ne suffisait pas, elle est l'autrice entre autres du Thé pour les fantômes, et j'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce roman, qui il me semble n'est pas vraiment fantastique fantasy, malgré ce que le titre pourrait laisser sous-entendre, mais par contre, il y a eu beaucoup de bonnes critiques, il me semble, je l'ai vu passer sur quelques chaînes YouTube, donc voilà, ça a fait 3 éléments, 4, la couverture, le petit dos, le résumé, et l'autrice qui a été pré-approuvée par d'autres avant. Bon ben voilà, je me le suis pris. J'ai ensuite acheté Emily Wilde Map of the Otherlands, qui est le tome 2 de Emily Wilde Encyclopedia of Fairies. Donc en français, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, quelque chose comme ça. J'ai lu le premier tome donc dans cette collection-là, en anglais aussi. J'ai trouvé ça génial, c'est de la petite cozy fantasy où vous allez suivre Emily Wilde pas qui chasse, mais qui va documenter son encyclopédie, la première encyclopédie complète sur les fées. Il lui manque plus ou moins qu'un type de fées à référencer. Elle va dans une contrée très froide, je crois que c'est l'équivalent de la Norvège ou quelque chose comme ça, pour aller un petit peu les observer. Et sauf que les fées, c'est pas les fées toutes gentilles, c'est les fées un peu plus sombres, voilà, un peu plus cruelles avec des petits crocs pointus. Et en fait, il n'y a pas vraiment de scénario, de plot, de rebondissement, de machin. On va la suivre, c'est un peu le principe de la cozy fantasy, c'est qu'on va suivre un personnage au fil d'une période de sa vie, d'une partie de sa vie, d'une étape, d'un projet de sa vie. Et les choses vont s'enchaîner d'une manière plus ou moins aléatoire. Donc il n'y a pas quelque chose de programmé avec une fin incroyable, c'est juste, on va suivre son parcours, son chemin. Et je me suis régalée avec le tome 1, du coup je me suis pris le tome 2. Le tome 3 n'est pas encore sorti en anglais, donc, et le tome 2, je ne crois pas qu'il soit sorti non plus en français. Donc celui-là, il va sortir bientôt en français. Et le tome 3, il sort dans quelques mois en anglais. Donc je me suis pris ça pour l'automne, parce que là, ça va être vraiment parfait. Je me suis ensuite commandé A Study in Drowning, qui est sorti en français, sous je ne sais plus quel nom, chez De Saxus. Et là, visiblement, on va suivre... Alors, je vous fais le résumé de tête, mais c'est pas très précis mon affaire. On va suivre un personnage qui, après la mort de son auteur favori, va mener l'enquête sur l'œuvre qui est son œuvre préférée à vie,
pour essayer de le crédibiliser, si j'ai bien compris. Et elle va avoir une espèce de rival, plus ou moins, qui va essayer de faire l'inverse et qui va essayer de démontrer que ce mec était une fraude. Et voilà, c'est ça qu'on va suivre finalement entre les deux personnages. Du coup, je pense qu'il y a une petite romance au milieu, il me semble. Et voilà, il y avait une version collector là, avec un peu du jaspage et tout. Du jaspage, des end papers et tout ça qui devait sortir, enfin qui doit sortir là en anglais pour à peine quelques dollars de plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait les versions collector super travaillées avec de tout partout, en fait ce livre m'a permis de me rendre compte que c'est pas ça que j'aimais le plus. En fait moi ce que j'aime c'est les hardcovers. Mais j'aime bien les hardcovers qui sont simples, c'est-à-dire c'est blanc, il y a le petit titre là, là c'est blanc. That's it. Et genre, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Et donc, j'ai l'impression qu'en fantasy, young adult principalement, c'est devenu la grande tendance. Non, ça devient presque la norme. Il faut faire des livres absolument incroyables de partout. Et je me suis rendu compte en achetant ce livre que je me suis dit, est-ce que tu as envie d'attendre plus longtemps, je crois que c'était 2 mois de plus pour le lire, et de le payer quelques dollars de plus. Donc, c'était vraiment pas beaucoup plus cher. Mais et en fait, je me suis dit, en fait, je m'en fiche. Voilà, autant je déteste les paperbacks, je les trouve absolument pas jolis, autant un petit hardback comme ça, même en format relativement petit comme ça, ça suffit quoi. Enfin, moi, voilà. Donc je me suis découvert pas ce trait de caractère, faut pas exagérer, mais je me suis découvert cette préférence pour les hardbacks, tout simple. Voilà, une chose de plus après sur moi. Voilà, check. Je me suis ensuite procuré A Curse for True Love, qui est le tome 3 de Once Upon a Broken Heart, qui est Il était une fois un cœur brisé, je crois en français chez De Saxus. Et alors là, j'ai lu le 1, je l'ai adoré. C'est la même autrice que Caraval, et ça se passe dans le même univers. Et j'ai lu moi ça avant Caraval, donc vraiment ça ne gêne pas de lire en tout cas le tome 1. Si vous n'avez pas lu Caraval, moi je savais même pas que ça faisait partie d'un univers commun, et ça n'empêche pas. Et alors, j'avais moi le premier tome en version UK, donc ces versions-là, parce que je l'avais commandé sur Book Depository, ça y est, ça me revient. Sauf que Book Depository, qui était donc basé au UK, et qui vous a envoyé gratuit partout dans le monde, c'était des livraisons non suivies par contre, il me semble, mais peu importe. Moi, par exemple, la première n'était pas arrivée, je leur ai dit, ils m'ont renvoyé, donc même si c'était pas suivi, ça a mis longtemps, mais c'est arrivé. Et Book Depository a été racheté par Amazon, et Amazon, là, l'année dernière, je crois, a fermé Book Depository, alors qu'on y trouvait toutes les versions UK, de plein de livres, que ça vous faisait des recommandations mieux que sur Amazon. J'ai pas eu le temps d'en profiter, j'avais acheté 5 livres je crois dessus, en anglais, mais je lisais peu en anglais à l'époque, et maintenant que je lis autant en anglais qu'en français, voire limite plus en anglais en ce moment, c'est fermé. Je suis verte, et je suis pas la seule à être verte, je peux vous le dire, dans la communauté de lecteurs anglophones. Voilà, c'est là, Amazon nous a fait un sacré coup. Bref, ça c'est le tome 3 et le tome 2 est introuvable partout. Donc j'ai quand même commandé le tome 3 avant qu'il soit introuvable parce que comme j'ai aimé le tome 1 et que je veux lire toute la série, je me suis dit bon, commande-toi-le avant que tu le trouves plus. Mais je me dis soit ils vont le réimprimer par miracle parce que c'est quand même un best-seller, soit je vais me le prendre d'occasion, mais d'occasion les prix sont aberrants parce que on le trouve plus, que beaucoup qui le revendent sont des collectionneuses qui ont des versions Fairy Loot, signées, blablabla, je m'en fiche moi. Et donc, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé à un prix correct d'occasion. Donc, si jamais vous trouvez le tome 2 qui est A Ballad of Never After, n'hésitez pas à me le dire dans cette édition, voilà, parce que je désespère. Et donc, dans le premier tome, on va suivre Evangeline Fox, qui va avoir le cœur brisé parce que son amour va du jour au lendemain annoncer son mariage avec sa demi-sœur, alors qu'ils ne se fréquentaient pas. Elle soupçonne qu'il y ait un sort là derrière, et elle va aller essayer de trouver c'était qui? Prince of Heart, le prince de cœur, je crois, pour lui demander un vœu pour qu'elle retrouve son amour. Et finalement, tout va partir en vrille et on va donc suivre l'épopée d'Evangeline Fox et du Fate. Je ne sais pas comment ils les ont appelés en anglais, c'est pas des fées, c'est pas des rois, c'est pas des... vous voyez comme on pourrait dire le roi de cœur, le roi de... je sais pas quoi, du désastre, du chaos, je sais pas comment, je sais pas. C'est pas le dieu,
Bon, vous voyez le destin, bon bref, je ne sais pas comment ils les ont appelés, mais en tout cas, c'est des espèces de divinités, plus ou moins. Ils vont être ensemble, amenés à se servir l'un de l'autre pour chacun assouvir leur propre dessein, et leurs destins vont s'entremêler. Vous voyez le truc. Romance, voilà, c'était bien chouette. Et puis, il me tarde de lire la suite, sauf que du coup, je pense que je vais devoir lire le tome 2 en e-book, et le tome 3 là, jusqu'à ce que je trouve ensuite le papier pour compléter ma collection. Je me suis ensuite procuré The Night Circus. C'est parce que je me suis fait recommander indirectement par toutes les chaînes anglophones quand elle est présentée leur coup de cœur fantasy ever. Voilà, de leur top 10. Il était tout le temps dedans, tout le temps. Et le seul truc que je sais, c'est que c'est pas un truc à plot twist de partout, c'est plus un truc un peu slow, et c'est plus un truc un peu onirique, immersif dans l'univers du cirque, version magique. Donc, puisqu'ils le recommandaient tous, à la fin, je me suis dit, moi aussi j'ai envie de lire ce truc. Donc, je vais lire ce truc. L'avant-dernier livre que je me suis procuré, c'est The Clockwork Angel, qui est le tome 1 de The Infernal Devices. Alors ça, si j'ai bien compris, il y a la saga The Mortal Instruments, qui a 1000 livres là, donc j'exagère, 6 livres. Ensuite, dans la même série, il y a The Infernal Devices, qui est celle-là, donc ça c'est le premier tome, et en tout il y en a 3. Et il y a The Dark Artifices, qui est une autre saga, tout dans le même monde, dans le monde des Shadowhunters. Et pareil, les anglophones sur les chaînes régulièrement disaient « ça fait partie de mes sagas préférées, si vous devez en lire une, vous n'avez pas besoin de lire The Mortal Instruments ni aucune saga de l'univers, vous pouvez très bien commencer par ça, lisez cette trilogie, c'est génial, c'est la meilleure de tout l'univers de Mortal Instruments ». J'ai jamais lu The Mortal Instruments, donc je ne sais pas, je sais que c'est des chasseurs de démons, c'est tout ce que je sais. Et donc, je me suis dit, on y va. Et alors, j'aime bien ce look un peu vintage. Enfin, je sais pas quand c'est sorti, mais ça fait un peu couverture de 2010. Vous voyez le truc? Donc déjà, le petit je sais pas si on dit holographique là, mais en tout cas, le petit effet brillant, c'est joli. Et puis ces couvertures là où on voyait les personnages avec des montages derrière et tout, ça fait un peu bitlit à l'époque, et je trouve que ici ça passe particulièrement bien, donc j'ai très hâte de le lire. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est dans ce monde là de The Mortal Instruments, donc il y a des démons et compagnie, et puis visiblement il y a de l'amour et tout dedans. J'ai pas envie de relire le résumé, j'ai pas envie de me rafraîchir la mémoire dessus, j'ai envie de le démarrer comme ça un peu à l'aveuglette, et j'espère que je vais autant aimer que celles qui me l'ont recommandé. Et enfin, pour terminer ce book haul, j'ai reçu et lu Plein Ciel. C'était génial. Alors là, de toute façon, ça va être simple. Si vous avez aimé, comme moi, La Passe Miroir, qui est pour moi une de mes sagas, si ce n'est pas pour dire la saga littéraire, ma saga littéraire préférée, vous ne pouvez pas ne pas aimer Plein Ciel. Vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression que c'était Christelle Dabos qui écrivait. C'est la même plume. En fait, c'est similaire. Quand vous lisez cette plume, vous ne pouvez pas me dire si c'est Christelle Dabos qui l'a écrit ou pas. Les tournures de phrases, la poésie des mots, l'ambiance, l'atmosphère, c'était ça. Et pourtant, c'est pas Christelle Dabos, c'est Siècle Vaelban, je sais pas comment on dit, c'est son nom. Mais en tout cas, si vous avez aimé La Passe Miroir, faites-moi confiance, lisez ceci. Et là, on va pas être dans le même univers que La Passe Miroir, évidemment. On va être dans l'univers de l'opéra. Alors moi qui n'aime pas les livres sur la chanson, la musique et les instruments de manière générale, c'est pas ça. En fait, ça se passe dans un opéra, oui, mais rien à voir, on ne vous parle pas de musique ou de quoi ou autre pendant tout le truc. On va suivre du coup Ivoire et les petites mains dans le monde de Plein Ciel, dans un atelier de confection. Et tous les ateliers de confection du sien ou d'autres sont là pour servir le grand opéra, qui s'appelle Plein Ciel, et qu'on voit ici, parce qu'en fait, suivant la représentation qui se passe à l'opéra, le monde est affecté. Si la représentation est merveilleuse, les récoltes sont bonnes. Si la représentation est mauvaise, des toits s'effondrent sur la tête des gens et la famine court les rues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette forme de magie où c'est les prestations de l'opéra qui ont lieu religieusement tous les jours à la même heure, qui règlent la vie. Et en fait, il n'y a que ce petit bout de terre et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'eau. Et voilà. Et donc, c'est notre point de départ, sauf qu'il va y avoir une rébellion, entre guillemets. Et il y en a certains qui vont se demander
C'est pas un peu bizarre cette affaire d'opéra là qui gère la vie des gens? Comment ça marche? Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Et est-ce qu'il existe d'autres mondes? Pourquoi on ne connaît pas d'autres mondes? C'est quand même bizarre à la fin. Donc, on va suivre tout le parcours de ce personnage accompagné de toute une galerie de personnages. Ils sont quand même beaucoup, donc accrochez-vous. J'ai trouvé ça génial. Je me suis délectée de l'écriture, des lieux. J'avais l'impression de relire. J'avais l'impression que Christelle Dabos venait de nous offrir. Je suis désolée pour l'autrice en question, mais pour moi c'est un compliment. J'avais l'impression qu'un nouveau tome de version de La Passe Miroir ou de La Passe Miroir était sorti et que je pouvais m'en délecter. Donc c'était super. Attention simplement quand vous achèterez ce livre-là, de ne pas passer les ongles ou quoi que ce soit sur la petite brillance du titre, parce que elle s'enlève tout de suite. Donc c'est le petit défaut de l'ouvrage, mais de l'ouvrage physique. On voit les 3 rubans là qui font référence à des rubans qu'il y a dans le livre, puisque donc la petite main ivoire, elle est dompteuse de rubans dans l'atelier de confection où elle travaille. Et donc, évidemment, il y a toute cette partie de magie, d'opéra, oui, mais la partie de magie où chacun a un don précis, elle dompte les rubans pour les robes qui sont ensuite achetées par l'opéra. Donc, c'était super, l'ouvrage est trop sympa. J'ai vraiment adoré avoir ces petits rubans qui m'ont accompagnée pendant toute la lecture. J'avais l'impression d'avoir un bout de l'univers dans les mains quand je tournais les pages. Donc, c'était vraiment très chouette et je vous le recommande 1000%. Et c'est tout pour notre book haul. Ça faisait quand même pas mal. Je vais compter et je le mettrai dans le titre combien il y a de livres, parce que là quand même il y en a pas mal. Maintenant, je dois tout ranger, donc souhaitez-moi bonne chance. Mais je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes girls!